suchen und Freude an der Natur und an den Menschen haben. J'amis innombrables de mes associations. Le geste froid de feu ramènera la France à sa tradition, l'entraînera vers le progrès humain, restituera vivante et rajeunie au peuple de chez nous. Dans la guerre, les Alliés vont se révéler services terribles. Pendant 8 jours, Parti en exil, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous reviendriez? World to know that coalition forces will make every Mesures de sécurité bizarres de la Maison Blanche. Alors bonjour chers auditeurs, on se retrouve encore avec Philippe ce soir. On va continuer sur la série Israël-Palestine et aujourd'hui on aborde le canal de Suez. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va commencer par détailler le sujet et puis je te laisse introduire. On va faire la même chose que la semaine dernière, donc format libre. Je te laisse développer et puis si j'ai des questions, je t'interromps. Parfait, sans souci. Alors pour cette crise de Suez, qui est peut-être parmi les conflits israélo-arabes le moins connu, le moins développé, au point d'être parfois même oublié dans les manuels scolaires. À la base de cette crise de Suez, il faut rappeler un petit peu les origines qui remontent en 1952, puisque la monarchie est renversée par des officiers égyptiens, souhaitant un régime plus autonome vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale britannique. Et le colonel Nasser, qui arrive au pouvoir peu après, veut, notamment pour trouver des nouveaux revenus pour l'Égypte, et puis surtout pour... Désolé, je vais t'interrompre de suite. Il arrive comment au pouvoir, Nasser? Alors au départ, c'est un coup d'État, c'est un autre général qui est au pouvoir, mais qui ne reste pas longtemps, et Nasser, lui succède. Il fait partie de ces officiers qui ont fomenté le coup d'État. Une fois au pouvoir, donc il veut, notamment parmi ses grands projets, il a le projet de construire le fameux barrage d'Assouan, destiné donc à améliorer l'irrigation et donc à renforcer l'agriculture égyptienne. C'est un élément important puisque l'Égypte n'est pas autosuffisante à l'époque et pour faire nourrir sa nombreuse population, il lui faut réaliser des progrès agricoles, augmenter les récoltes. Le colonel Nasser obtient en théorie un financement occidental, mais qui lui est ensuite retiré parce alors il y avait des promesses, notamment américaines, britanniques, de financer. Mais le colonel Nasser, on lui reproche de se rapprocher de l'URSS, d'avoir reconnu en particulier la Chine communiste, et ça entraîne le retrait de ce financement américain. Donc privé de financement, Nasser explore une autre piste. Elle consiste à nationaliser le canal de Suez. L'idée est simple, en nationalisant le canal, l'Égypte va pouvoir récupérer les taxes prélevées sur les bateaux, qui sont assez élevées, qui traversent le canal de Suez. C'est chose faite le 26 juillet 1956, donc il nationalise le canal, ce qui est en droit international un acte
illégale, puisque le canal de Suez avait été construit en 1869. Il y avait de mémoire un bail amphithéotique, donc d'une centaine d'années. Les Britanniques et les Français étaient touchés l'essentiel des dividendes de ce canal. Ils n'ont pas l'intention de se laisser priver il y avait, d'après les chiffres, donc c'était 3% pour l'Égypte. Voilà, c'est eux qui ont la quasi-totalité des dividendes, ce que Nasser trouve injuste. De leur point de vue, il faut quand même le rappeler, il n'est pas complètement infondé non plus. Passer les relations entre la France et Israël, de l'amitié à l'alliance. Le 26 juillet, Nasser nationalise le canal de Suez. Ce coup de force déclenche la colère des Français et des Britanniques, qui en sont les principaux actionnaires. Ils décident alors de se débarrasser de Nasser et demandent aux Israéliens d'être leurs complices pour attaquer l'Égypte. On a considéré que c'était une provocation de Nasser et que le moment était venu de l'abattre. Bon, on allait gagner la guerre d'Algérie au Caire. Alors l'une des raisons, c'est l'obsession française de croire que la guerre d'Algérie est quelque part pilotée à partir du Caire. Et donc dans un certain nombre de cercles français, dirigeants français, on va penser que faire tomber le régime de Nasser produira la victoire française en Algérie. Oui, parce que c'était une ancienne puissance coloniale, donc non, c'était un dominion. Ce que je veux dire, c'est que l'ingénieur Ferdinand de Lesseps avait fait construire ce canal, donc un Français, ouais. Avec des fonds entièrement français. Certes, les ouvriers égyptiens, évidemment, ont participé au creusement du canal, mais ils ont été payés pour ce faire, mais il reste qu'on doit quand même reconnaître que c'est la France qui a financé ce canal, et en échange de ce financement, elle avait obtenu ce droit de toucher des dividendes pendant un siècle. En droit international, les choses sont claires. En fait, Nasser vole en quelque sorte la propriété des Français, puis des Anglais, parce qu'il faut voir que l'Égypte était titulaire d'une partie des droits, mais que ça a été récupéré par l'Angleterre en cours de route, parce que la monarchie égyptienne était endettée. Pour couvrir ses dettes, elle a cédé à l'Angleterre ses droits sur le canal. Donc il faut bien voir que c'est l'Égypte, en tout cas son gouvernement peut-être corrompu, qui avait cédé les droits sur le canal à l'Angleterre. Mais Nasser. Avant Nasser, mais Nasser, lui, puis lui, je pense qu'il est quand même dans une politique de reconstruction nationale. Oui, mais c'est pour rappeler, parce que c'est un peu la même logique que, par exemple, le fameux emprunt russe de 1917. Au départ, la France a donc investi des sommes, et en gros, on lui retire, enfin, c'est comme si on lui retirait ces sommes qui ont été investies, alors que l'Égypte, au départ, avait des parts dans le canal. C'est elle qui les a cédées à l'Angleterre. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est quand même une sorte de prédation financière ? Quand le gouvernement égyptien s'endette, c'est sa responsabilité. Si pour couvrir ses dettes, ensuite il cède ses parts, on n'a pas trouvé de traces de pression des Britanniques, si ce n'est qu'ils ont prêté de l'argent. C'est de la pression financière. Oui, ils ont prêté de l'argent, mais tout prêteur, si tu vas faire un crédit à une banque, le banquier n'appréciera pas que tu lui dises va te faire foutre, je te rembourse plus maintenant. Donc c'est ce qui se passe pour les emprunts russes en 1917, et c'est ce qui se passe finalement ici. L'Égypte s'est endettée et refuse de payer ses dettes d'une certaine manière. Puisqu'en prenant le canal, c'est à ça que ça se résume d'une certaine façon. Il n'empêche que... oui, mais enfin, je suis désolé. Oui, on est là pour... mais j'ai un point de désaccord là, parce qu'on a un peu le même schéma, parce qu'on en a parlé récemment, on a fait le premier volet sur la guerre du Golfe. On a ce schéma d'endettement auprès d'États occidentaux et une pression pour rembourser la dette qui se solde généralement par des conflits armés. Donc, oui, mais j'y vois une différence, c'est que pour l'Irak, on avait prêté de l'argent à l'Irak pour qu'elle nous défende. Ici, l'Égypte n'a rendu aucun service à l'Occident, elle s'est endettée parce qu'elle était mal gérée. Donc en gros, on demande à la France et à l'Angleterre de payer les pots cassés de la corruption égyptienne, de la mauvaise gouvernance égyptienne, de l'incapacité de la monarchie à développer le pays et à s'être endettée. Alors certes, ça n'est pas de la responsabilité de Nasser. Oui, mais cette monarchie, elle a été mise en place par qui ? Bon, oui, effectivement, elle est en place depuis très longtemps et elle a été mise en place par les puissances coloniales. Mais non, pas depuis très longtemps. Ça fait quelques dizaines d'années à ce moment-là. Oui, mais ça n'est pas
ce n'est pas l'Angleterre qui est responsable de la mauvaise gouvernance du pays. L'Égypte est indépendante depuis 1936 et pendant 20 ans, elle a été mal gérée, et très très mal gérée. Après, on pourrait reprocher aux Britanniques éventuellement d'avoir laissé l'indépendance à l'Égypte trop tôt, alors qu'elle n'était pas prête pour ça. Mais, ou alors avoir exploité une certaine classe dirigeante. Ou inefficace ou corrompue, oui, c'est tout à fait possible. Hein, on peut, à des fins de justement prédation sur ce canal. De fait, effectivement, la monarchie égyptienne, peut-être qu'on l'endette à dessein, ça on peut le défendre. Hein. Ça c'est quand même à prouver, mais il y a peut-être une volonté britannique de rendre dépendante la monarchie égyptienne, c'est ça que je veux dire. Pour qu'après elle cède ses parts du canal, effectivement. Hein. En tout cas, vu du point de vue de Nasser, et qui se comprend hein, tout à fait, quand même, il faut que le peuple égyptien reprenne le contrôle de ce canal puisqu'il est sur le territoire égyptien. Sauf que c'est fait sans négociation et puis brutalement. C'est aussi peut-être ce qui contribue à mettre le feu aux poudres. Et avant qu'on continue, juste une question. Au niveau politiquement, je ne sais pas si on peut le placer dans des partis classiques, mais il se trouve où sur l'échiquier politique, Nasser? Comment tu le définirais, toi? Nasser, comme d'autres dirigeants, ça va un peu évoluer parce qu'au départ, il y a volontiers des contacts, on l'a dit, avec les États-Unis pour ce financement du barrage d'Assouan. Et il n'est donc pas communiste. Il oriente quand même son pays vers une politique socialisante et ça ira plus loin, évidemment, à cause de cette crise. Mais il n'y a pas encore d'alliance ouverte avec l'URSS. Cependant, avant même la crise de Suez, il y a la reconnaissance de la Chine communiste. Donc je dirais que Nasser, il se situe dans ce mouvement de pays non alignés, qui cherchent à ni être complètement pro-occidentaux, ni ouvertement communistes non plus. En fait, je pense qu'il cherche à trouver une voie pour l'Égypte, un petit peu autonome. Historiquement, c'est un des premiers pays à se déclarer non aligné. Oui, mais il fait partie de ce mouvement de la conférence de Bandung, il faut rappeler, hein, qui est juste avant, en 1955. Et donc, il fait partie du mouvement des pays non alignés. Donc, cette tentative de certains pays, qu'on appelle à l'époque du tiers-monde, d'avoir leur propre voix dans le concert international et de ne pas trop dépendre des États-Unis ou de l'URSS. On va voir que dans les faits, ça va être très délicat. Hein. S'il n'y a pas le soutien des États-Unis, il va falloir chercher le soutien évidemment de l'URSS. Okay. Avant de te laisser, une dernière petite question. Est-ce qu'on peut dire qu'il est national-socialiste, pas dans le sens nazi, mais dans le sens où il allie nationalisme et socialisme? Bon, c'est un peu dangereux parce que c'est un peu ce dont avaient accusé les Britanniques, d'être un nouveau Mussolini, voire un nouvel Hitler. Oui, il y a une tendance patriotique, donc on peut la qualifier de nationaliste, vouloir renforcer l'autonomie de l'Égypte, créer un véritable État égyptien indépendant de l'ancienne puissance coloniale britannique. Et il y a une tendance sociale de ce régime, hein, puisque il ne s'en cache pas de vouloir aider les parties les plus pauvres de la population, créer une société moins inégalitaire. Okay. Donc, même si ça n'est pas tellement le sujet ici, hein, mais pour la crise de Suez proprement dite. Alors, que se passe-t-il après cette nationalisation du canal de Suez? Eh bien, il y a une alliance secrète qui est créée par la France, le Royaume-Uni et Israël. Elle est signée après 3 jours de négociations, le 24 octobre 1956 à Sèvres, protocole de Sèvres en France. Ben Gourion a fait le déplacement d'ailleurs pour l'occasion. Hein. Et quels sont les buts de cette alliance d'abord et ses objectifs? Il y en a plusieurs. Renverser Nasser, en tout cas c'est ce qu'on espère. Lui infliger une grave défaite militaire qui lui ferait perdre le pouvoir. Alors pourquoi? Parce que Nasser est accusé à juste titre par la France d'aider les rebelles algériens dans le conflit, dans la guerre d'Algérie. Donc l'aide à ces rebelles algériens mécontente la France. Il y a également des attaques incessantes des Fédayines qui sont soutenues par Nasser et qui attaquent le territoire d'Israël. Donc des combattants palestiniens hein, qui lancent des opérations et des depuis la bande de Gaza. Depuis la bande de Gaza et le Sinaï. Donc il faut mettre fin à ces attaques et sécuriser cette frontière. Ça c'est le but de guerre d'Israël. Les 3 pays partagent un but en commun, reprendre le contrôle du canal. De fait, Nasser s'en est emparé. Les Français et les Anglais cherchent un prétexte parce qu'ils ne veulent pas attaquer l'Égypte sans prétexte. Et ce qu'ils veulent en fait, c'est qu'Israël tire les marrons du feu. Ça veut dire qu'Israël attaque l'Égypte. Et alors les Français et les Anglais vont intervenir parmi les deux groupes
entre les Égyptiens et les Israéliens, et ils vont saisir le canal de Suez pour le protéger des combattants. Pour mettre au point le plan d'attaque, les trois alliés se réunissent secrètement dans une villa à Sèvres, en banlieue parisienne. Mais le premier ministre israélien Ben Gourion hésite jusqu'au bout à s'engager. Nous allons parachuter 400 paras, ça veut dire un bataillon de paras, tout près du canal de Suez. Les Français et les Anglais, dans l'espace de quelques heures, envoient un ultimatum aux deux côtés en disant éloignez-vous de 15-16 km du canal de Suez, ce qui veut dire pour l'Israélien, ils ont le droit d'avancer d'environ 300 km jusqu'au canal, et les Égyptiens doivent se replier de l'autre côté du canal. Bien sûr qu'Israël va accepter, parce que c'est nous qui rédigeons le contrat, les Égyptiens vont refuser, et ça c'est une bonne raison pour les Anglais et les Français de commencer. Ils vont commencer par des bombardements des aéroports, des bases aériennes égyptiennes. Il faut reprendre le contrôle pour que les marchandises israéliennes puissent circuler, et évidemment aussi les marchandises destinées à la France et l'Angleterre, et bien entendu, parce que c'est là l'enjeu principal, transite là une grande partie, voire la majeure partie du pétrole destiné à l'Europe. Il faut donc reprendre le contrôle de ce canal pour que ce pétrole puisse circuler librement, sans taxe. Attention, Nasser n'a pas menacé d'interrompre cette circulation, hein, mais il veut récupérer des dividendes, tout simplement. Et il y a le risque, si on ne lui accorde pas ce qu'il demande, qu'il coupe le canal à tout moment. Ce qui priverait, ce qui va se produire avec la guerre d'ailleurs, ce qui priverait l'Europe d'une partie de son approvisionnement. Ça va être d'ailleurs très grave parce que ce conflit de Suez a entraîné des restrictions en pétrole très très importantes. Ça va être rationné en France pendant plusieurs mois avec des tickets, puisque l'essence vient à manquer à cause de ce conflit. Je dirais que c'est la première fois que l'Europe réalise qu'elle est dépendante du pétrole et que son économie peut être affaiblie ou voire même s'effondrer en cas de non-approvisionnement en pétrole. C'est une prémisse à ce qui va se passer en prémisse 73. Des chocs pétroliers et de tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que la sécurisation, on voit bien d'ailleurs avec les opérations actuelles au Moyen-Orient, de la marine américaine, de la marine anglaise et des marines occidentales d'une manière plus générale, il faut assurer la sécurité des approvisionnements, alors pétroliers, mais aussi maintenant dans le cadre de la mondialisation, les approvisionnements plus généraux de toutes les autres marchandises qui transitent par cette zone du monde. Juste dans le même domaine, à Israël veut aussi sécuriser le port d'Eilat dans le golfe d'Aqaba, qui est bloqué par Nasser, et une défaite de Nasser permettrait de libérer ce port qui est très important parce qu'il assure une grande partie du commerce et de l'approvisionnement d'Israël. Juste un point sur les chiffres. Donc sur le canal de Suez, en termes d'accords financiers, qu'est-ce qui prévaut jusqu'à cette date, avant la nationalisation? Et au niveau de l'approvisionnement en pétrole, comme tu as parlé, c'est quoi le pourcentage qui transite par le canal de Suez? Donc environ 50% du pétrole, puisque c'est ce qui va manquer. Qui est destiné à l'Occident, du coup. Et c'est ce qui va manquer, justement, ces proportions-là. La France perd à peu près, pendant la crise, puisque le canal est fermé, il n'y a que la moitié de son approvisionnement, d'où la nécessité de faire un rationnement. Ok. Voilà. Et pour les pourcentages de l'exploitation avant la nationalisation? Du canal, c'est la quasi-totalité pour les franco-anglais, du coup. 3%, c'est ça pour voilà. Donc, en précisant qu'au départ, la monarchie égyptienne avait la moitié, je crois, environ, donc avant qu'elle ne se sépare à l'Angleterre. Donc voilà. Alors ce protocole secret, il est très hypocrite. Il faut qu'Israël lance une agression, pour qu'ensuite la France et l'Angleterre fassent semblant d'intervenir pour séparer les belligérants, alors qu'en fait la France et l'Angleterre sont du côté d'Israël. Ils vont d'ailleurs bombarder directement les forces égyptiennes, mais jamais les forces israéliennes. Donc tout ça c'est évidemment de la poudre aux yeux et personne n'est dupe d'ailleurs. Alors, mais les opérations doivent se dérouler dans cet ordre-là. Israël agresse, puis les Français et les Anglais volent presque au secours de l'Égypte, pourrait-on dire. Donc le 29 octobre, Israël envahit le Sinaï. C'est une victoire militaire éclatante, totale. C'est un des chefs-d'œuvre dans l'histoire de la guerre éclair qui avait été inventée par les stratèges allemands, puisqu'on a ce couple char-avion, combinaison de multi-armes, et très efficacement l'armée israélienne. Il y a un effet de surprise?
Alors, les principes de la guerre éclair sont fondés en partie sur l'effet de surprise, donc c'est repris ici, mais je dirais pas tellement parce que les positions défensives étaient préparées à l'avance par les Égyptiens. Simplement, ils ont une guerre de retard, c'est-à-dire qu'eux en sont à des positions statiques de la Première Guerre mondiale. L'armée israélienne, elle veut manœuvrer, elle laisse derrière elle les troupes égyptiennes. C'est vraiment l'application des principes de la guerre éclair et fonce en avant pour atteindre le canal. L'idée est simple, avec la carte, les auditeurs pourront se rendre compte. Si l'armée égyptienne atteint ses objectifs, Aqaba, le canal, toutes les forces égyptiennes qui pourraient encore être enterrées dans le Sinaï sont privées d'approvisionnement et condamnées à se rendre. Donc en fait, inutile de se lancer dans des combats meurtriers statiques. Il faut percer, foncer sur le canal. Mais attends, pour être clair, c'est l'Égypte qui déclenche les hostilités ou... Non, c'est Israël, mais il y avait des positions défensives égyptiennes. Et justement, ils n'avaient pas prévu de forces de blindés de manœuvre, en tout cas entraînées, capables de répliquer, voire même pour attaquer en territoire israélien. En fait, on a d'un côté une armée mobile et offensive et audacieuse, et de l'autre une armée statique, mal commandée, on pourrait même dire non commandée à ce stade d'inactivité. C'est-à-dire que l'armée égyptienne ne manœuvre absolument pas. Donc on n'a plus qu'à la tronçonner, à foncer sur le... foncer sur le canal, sachant que dès que les Franco-Britanniques, qui vont d'ailleurs aider à s'emparer du canal, et les Israéliens se rejoignent sur le canal, le sort de l'armée égyptienne dans le Sinaï est scellé. Donc vous voyez, la stratégie égyptienne est... L'opération de Suez est lancée. Grâce aux Israéliens, les Français et les Britanniques tiennent enfin leur prétexte pour attaquer l'Égypte. Ils sautent sur Port Saïd, reprennent le contrôle du canal et s'apprêtent à marcher sur le Caire. Mais ils sont stoppés net par les Soviétiques et les Américains, qui décrètent un cessez-le-feu immédiat. L'expédition de Suez tourne au fiasco. Absolument désastreuse. Il aurait carrément mieux valu ne laisser que quelques troupes de couverture et préparer une défense du canal activement, en retranchant là l'essentiel de l'armée égyptienne, ça aurait peut-être été plus efficace. En tout cas, la stratégie est désastreuse. En quelques jours, victoire militaire totale d'Israël et, alors il faut les citer, à partir du 5 novembre, des troupes, notamment parachutistes françaises et anglaises, et des troupes d'élite et des commandos s'emparent de Port Saïd, puis redescendent vers le sud, le long du canal, pour s'emparer de tout le canal de Suez. Et là, c'est une victoire totale des trois compères, les Franco-Britanniques et les Israéliens, écrasent l'armée égyptienne, qui d'ailleurs cesse le feu. Donc on peut dire que c'est une défaite militaire totale et sans appel. Le 7 novembre, il y a un cessez-le-feu et l'armée égyptienne a perdu plus du tiers de son potentiel, elle est complètement battue et ne peut pas contre-attaquer. Cette guerre éclair est menée selon les mêmes principalement de la Seconde Guerre mondiale, détruire l'aviation adverse avant même qu'elle ait le temps de décoller. Donc les raids, qui ne sont pas seulement israéliens, qui sont franco-britanniques également, détruisent l'essentiel de l'aviation égyptienne, 260 avions égyptiens détruits au sol en quelques heures. C'est une catastrophe pour l'armée de l'air égyptienne. À noter qu'on avait envoyé des pilotes français sous uniforme israélien, avec leurs avions, on enlevait les drapeaux français et à la place on mettait ceux de Tsahal. Donc une partie de l'aviation franco-britannique opère sous faux drapeau, sous drapeau israélien, puisque officiellement, je le rappelle, la France et l'Angleterre sont neutres, sont là pour séparer les belligérants. Alors en fait ils bombardent même massivement. Il y a 50 navires français, une centaine de navires britanniques de guerre, qui bombardent les positions égyptiennes. Donc là, c'est clair, c'est vraiment une hypocrisie et une folie que les Français et les Anglais étaient assez présomptueux pour penser qu'avec un bombardement de masse comme ça, quelqu'un allait croire à leur scénario d'interposition, en fait. C'est assez fou, puisqu'ils envoient 150 navires de guerre, mais qui ne sont pas observateurs de cette crise, mais qui bombardent l'armée égyptienne. Donc on est dans une déclaration de guerre, un acte de guerre. Une agression. Oui, on est dans un acte, une invasion de l'Égypte à laquelle participent très clairement, c'est pas officiel, mais très visiblement les Franco-Britanniques. Pour illustrer un peu cette débâcle égyptienne, on avait surestimé la résistance potentielle de l'armée égyptienne, on avait prévu d'utiliser 60 000 hommes pour les Franco-Britanniques seulement. Et lorsqu'on en a engagé 15 000, la défaite égyptienne est déjà consommée. 45 000 hommes n'auront même pas besoin d'être engagés. On pensait que la conquête de la zone du canal, justement,
On pensait que l'armée égyptienne aurait mieux préparé la défense et que ce serait beaucoup plus dur. Ça a été beaucoup plus facile que prévu. Sachant qu'ayant nationalisé le canal de Suez, on peut se demander pourquoi Nasser ne l'a pas puissamment fortifié en fait. Grave erreur de tactique. Il est évident que s'il y avait un endroit où les Franco-Britanniques pouvaient attaquer, et les Israéliens aussi, hein, c'était évidemment le canal, c'était le principal objectif. Pour ne pas dire le seul d'ailleurs, faire un Paracaba et le port des Lacs. Juste avant de te laisser continuer à développer, je rappelle que l'OLP elle a été créée avec l'aide de Nasser, donc l'Organisation de libération de la Palestine. Et puis donc lui soutient activement les Fedaïm. Et qu'est-ce qui se passe du coup Alors les camps de Fedaïm, forcément au passage, sont tronçonnés comme le reste de l'armée égyptienne, pas forcément tous détruits. L'idée est la même. Je rappelle le principe de la guerre est clair, on isole des groupes de résistance ennemis ou des noyaux de résistance. On les réduira plus tard, l'idée c'est de les priver de leur communication, de leur approvisionnement, puis de les réduire un par un. L'armée, les troupes des Fedaïm, tout comme les troupes de l'armée égyptienne, sont anéanties dans cette aventure. Hein. Donc c'est une victoire militaire, elle est incontestable, elle est même totale. On peut difficilement rêver mieux. Hein. Un état-major peut difficilement rêver un plus brillant succès militaire. Et pourtant, ça va être une victoire de Nasser, comme on va le voir. C'est tout le paradoxe de cette crise de Suez. Et son prestige qui pourrait être atteint dans cette histoire va être, alors c'est très surprenant, renforcé. Tout simplement parce que les populations arabes ne vont pas vouloir voir l'aspect défaite militaire. Ils vont vouloir voir ce qu'on va aborder maintenant, la victoire diplomatique, et en rendre... estimer que c'est Nasser qui est le principal artisan de cette victoire diplomatique. On va le voir, en réalité, il ne fait pas grand-chose. Ce sont d'autres acteurs qui vont intervenir. Alors, comment une défaite militaire se transforme-t-elle en triomphe diplomatique ? Ou une débâcle militaire même se transforme-t-elle en triomphe diplomatique ? Eh bien, immédiatement après l'agression, les États-Unis et l'URSS exigent de concert, ils sont d'accord, le retrait des Franco-Britanniques. C'est un retrait qui est exigé, attention, on n'est pas comme quand la France exige le retrait des troupes azerbaïdjanaises du Haut-Karabakh. Hein. Non, là on est dans une pression réelle, très forte. En quoi consiste-t-elle ? Ça va très loin. Hein. La flotte américaine est mise en alerte, mais pas contre l'Égypte. On fait comprendre à la France et à l'Angleterre que la 6e flotte américaine en Méditerranée est mise en alerte dans l'optique d'un affrontement avec la France et l'Angleterre. Donc ça va très loin, ça met en péril même l'alliance occidentale à ce moment-là, on pourrait craindre dans le cadre de la guerre froide. Les soviétiques de leur côté menacent carrément d'utiliser l'arme nucléaire contre les franco-britanniques. Comme cette arme est assez nouvelle à l'époque, on ne sait pas encore comme aujourd'hui qu'en fait elle est difficilement utilisable. Et donc cette menace fait peur à l'époque. On voit bien dans l'actualité récente qu'aujourd'hui, l'Iran n'hésite pas à faire des frappes sur le Pakistan, qui est pourtant doté de l'arme nucléaire. Donc en réalité, cette arme effraie beaucoup moins aujourd'hui, parce que tout le monde a compris qu'elle est en fait difficilement utilisable, parce qu'un pays qui l'utiliserait en subirait lui aussi les retombées. Donc sans compter qu'il serait condamné sur la scène internationale. Mais à l'époque, cette menace porte et fait peur. Toujours du point de vue des menaces, les Américains utilisent une attaque monétaire massive contre la livre sterling. Ça fait chuter la livre en quelques heures et ça effraie le gouvernement britannique, qui d'ailleurs c'est ça qui lui fait jeter l'éponge, plus que les menaces de guerre nucléaire. L'attaque sur la livre sterling fait que le gouvernement anglais se range à l'idée d'abandonner les opérations et abandonne la France, c'est-à-dire qu'il impose à la France de se retirer elle aussi du canal. Donc les Franco-Britanniques... C'est rigolo cette opposition entre la France et les États-Unis. J'ai pas souvenir de quelque chose de similaire, mais dans l'autre sens, quoi. Il y a aussi l'opposition entre les États-Unis et la Grande-Bretagne à ce moment-là, puisque les États-Unis n'hésitent pas à faire pression sur leurs alliés traditionnels. On a l'impression de revenir 300 ans en arrière, à l'époque de la Révolution américaine. Mais inversé cette fois-ci. Mais je pense que les Américains veulent très clairement ici contraindre les Britanniques à se resserrer autour d'eux. Attention, vous ne pouvez plus rien faire sans nous, vous n'êtes plus qu'un État vassal. Ce que la Grande-Bretagne sera jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qu'à partir de Suez, c'est un moment capital, parce qu'on peut dire que de Suez en 1956 jusqu'à nos jours, la Grande-Bretagne va ensuite se ranger systématiquement derrière les États-Unis et n'être qu'en fait un pas limitateur de la politique étrangère américaine.
Non, pour ce qui est de la Grande-Bretagne, parce que pour la France, on pourrait nuancer. Il y a notamment l'épisode avec le général de Gaulle où il y aura une relative autonomie de la France. Mais après de Gaulle. Mais après de Gaulle, par contre, on en revient à une position similaire à celle des Britanniques. Quelques sursauts avec Chirac. La France n'est plus que désormais, à part quelques légers sursauts qui étaient plus de façade qu'autre chose, on n'est plus qu'un pays vassal des États-Unis à nouveau. Il y a l'intermède gaullien qu'il faudrait traiter à part. Revenons donc du coup à cet effacement diplomatique de la France et de la Grande-Bretagne. Donc, ils doivent retirer leurs troupes alors qu'elles sont victorieuses. Elles sont remplacées par des troupes de l'Organisation des Nations Unies. C'est la première intervention qui donc entraîne l'apparition de ce qu'on appellera les casques bleus. C'est la première fois que l'ONU intervient avec l'accord sous l'égide des États-Unis et du URSS. Un petit point, la France et la Grande-Bretagne avaient donc un droit de veto. C'est pas l'ONU qui triomphe, c'est parce que la France et l'Angleterre choisissent elles-mêmes, en quelque sorte, d'autoriser une intervention qui met fin à leur propre intervention. C'est étonnant, ça. Oui, parce que... non, c'est pas étonnant. La livre sterling s'est effondrée, tout le monde a lâché la France et l'Angleterre. Et pour ce qui est de la France, alors pourquoi? Alors la France, elle se retrouve seule. Elle est menacée par une superpuissance, l'URSS, elle est menacée par l'autre superpuissance, les États-Unis. Donc elle se retrouve menacée par les deux superpuissances de la planète. Les Anglais ont prévenu qu'ils abandonnaient la partie. On voit mal comment la France seule aurait pu s'engager dans un bras de fer avec les deux superpuissances de l'époque. La seule chose à faire, semble-t-il, c'était de se retirer. Je rappelle que la France est un pays déjà engagé à l'époque en plus dans la guerre d'Algérie, un pays qui n'a pas l'arme nucléaire, qui est confronté à deux superpuissances, dont l'une équipe ses armées. Car en 1956, l'armée française est équipée par l'armée américaine. Elle n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui d'autonomie stratégique, d'indépendance, d'autarcie en matière militaire. L'industrie d'armement en France existe, elle est naissante à l'époque, mais on est loin d'être encore autonome complètement. D'ailleurs, à ce sujet, parce qu'on sait que Nasser il a soutenu activement les Félaga pour le coup. Fédayine, oui. Non, les Félaga aussi en Algérie. Oui, bien sûr, oui, exact. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu une volonté de couper l'herbe sous le pied de ces Félaga dans cette opération en Égypte aussi? Ah oui, très clairement, pour la France, je l'avais dit au début de l'émission, on reproche à Nasser et aux rebelles algériens. Abattre Nasser, c'est abattre un régime qui fournit une base arrière au FLN. Donc oui, tout à fait. Si un régime égyptien pro-occidental voit le jour, le FLN algérien ne sera plus soutenu, n'aura plus de base arrière, ne recevra plus d'armes de l'Égypte. Donc oui, effectivement, c'est l'un des enjeux pour la France. De ce point de vue, c'est l'échec aussi, évidemment. Et puis je tiens à rappeler un truc, c'est que l'essentiel des opérations, ils ont été préparés depuis Paris. C'est un fait assez intéressant. Donc il y a eu une réunion entre Guy Mollet. Oui, c'est ce que je l'ai abordé. T'allais y venir, hein. Non, c'est le protocole de Sèvres. C'est cette réunion qui réunit Ben Gourion, Guy Mollet, et puis donc les franco-britanniques et les israéliens se sont mis d'accord à Sèvres pour cette opération d'invasion en 2 étapes. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a un jeune député, Jean-Marie Le Pen, qui abandonne son poste de député pour rentrer dans les forces parachutistes, et il est parachuté sur Port Saïd, donc avec beaucoup d'autres jeunes Français de l'époque. Sauf que c'est quand même plutôt rare d'abandonner un poste de député, bien payé et bien au chaud, dans l'hémicycle, pour aller faire la guerre. Et donc, puis après, et ça c'est avant qu'ils partent en Algérie. Quoi qu'on pense de l'opération en elle-même d'ailleurs, oui. Donc quoi qu'on pense de l'opération en elle-même, il y a les forces françaises se sont très bien comportées, les forces parachutistes se sont très bien comportées sur place et ont montré leur efficacité. J'ai surtout retenu l'efficacité de Tsahal dans la guerre moderne, puisque on a cet emploi combiné de l'aviation, des chars, de l'artillerie, ça devrait être un modèle étudié, et ça l'est peut-être d'ailleurs dans les écoles de guerre, tellement c'est un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire côté égyptien et de tout ce qu'il faut faire dans une guerre moderne de l'époque, parce que maintenant ça a un peu changé, il y a d'autres technologies, mais avec les moyens de l'époque, on pouvait difficilement faire mieux côté israélien. Je voulais insister sur un point, ce qui aussi oblige la France et l'Angleterre à s'incliner, c'est que quand les Américains vendent du matériel de guerre, on oublie souvent, il y a une clause qui est la non-utilisation de ce matériel de guerre si l'Amérique le réclame.
Or, on devrait se souvenir de ça, et les pays européens devraient se souvenir de ça quand ils achètent des F-35, parce que ça veut dire que l'Amérique peut s'opposer à leur utilisation sous prétexte qu'elle les a vendus. Il y a cette clause dans les contrats, et à l'époque, justement, les États-Unis interdisent d'utiliser le matériel de guerre américain contre l'Égypte, ce qui est bien gênant parce qu'il y a justement des chars, par exemple français, mais d'origine américaine, qui sont envoyés sur place. Et l'Amérique dit, mais nous, on ne veut pas que notre matériel de guerre soit utilisé là-bas. Les États-Unis, à ce moment-là, ils ont clairement une... Enfin, c'est amusant parce que quand on réfléchit, ils sont un peu à l'origine du conflit avec cette histoire du barrage d'Assouan. Oui, il s'agit pour eux... Et puis à la fin, ils arrivent en arbitre et puis ils disent, hop, c'est la fin du match, quoi. Surtout, pour eux, c'est une occasion rêvée d'évincer définitivement les anciennes puissances européennes coloniales. Les deux plus célèbres et plus puissantes, c'était la France et l'Angleterre. Il y a une occasion en or de vaincre les deux grandes puissances, ex-grandes puissances coloniales, enfin la France n'a pas encore perdu toutes ses colonies à l'époque. Je vais être un peu taquin. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vaste supercherie, toute cette histoire? Oui, en tout cas, il y a une hypocrisie, comme toujours en politique, c'est-à-dire que pour les Américains... Non, pas une hypocrisie, là, je vais plus loin, moi, je dis vraiment que... Je crois que les Américains, il n'y a pas de supercherie dans le sens où ils bondissent sur l'occasion. Il n'y avait pas de projet d'humilier la France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre lancent une opération. Pour les États-Unis, c'est le moment rêvé de leur infliger un camouflet, de les soumettre, de les vassaliser. D'accord, mais quand on sait qu'à la base que c'est eux qui refusent un prêt qu'ils avaient promis pour le barrage d'Assouan. Oui, mais je ne serais pas aussi dur avec les Américains parce qu'ils ont promis un prêt, mais de l'autre côté, Nasser, lui, reconnaît la Chine communiste et s'oriente vers une socialisation du pays. Le prêt avait été consenti, il faut être clair, en échange d'une occidentalisation de l'Égypte et d'une alliance sans faille aux côtés des Occidentaux. Or, Nasser veut un prêt... Il est non aligné. Voilà, Nasser veut un prêt, en quelque sorte un prêt pro bono, c'est-à-dire par générosité de la part des Américains, mais on sait que rien n'est gratuit sur cette terre. Le prêt des Américains, c'est en échange du fait que l'Égypte se maintienne dans l'alliance occidentale. Après, un prêt, c'est comme tous les prêts, ça entraîne des intérêts. Voilà, et il y a des intérêts, et en particulier pas que financiers, ils sont politiques et diplomatiques. Les États-Unis avaient promis de l'argent, mais en échange, il fallait évidemment que l'Égypte reste dans l'alliance américaine, ce qu'elle n'a pas l'intention de faire. Okay. Elle veut plutôt effectivement avoir une position non alignée. Pas étonnant du coup que les Américains aient retiré leur soutien. Le geste consistant à reconnaître la Chine communiste était quand même assez agressif de la part de Nasser. Il faut bien reconnaître que s'il voulait le prêt, il avait intérêt à ménager un peu la susceptibilité américaine. Oui, mais s'il est engagé dans une politique de non-alignement... Oui, c'était logique de reconnaître la Chine communiste, voilà. Puisque les États-Unis sont reconnus aussi, effectivement. Il y a tout à fait une logique là-dedans. Moi, c'est vrai que voilà, bon, après, on en pense qu'on veut, mais quand je vois cet enchaînement d'événements, je trouve ça assez curieux, mais bon, après... Et puis pour l'Amérique, c'est l'occasion de redorer un peu son blason en même temps, hein, d'essayer peut-être de paraître un peu moins impopulaire auprès des pays arabes, hein, puisque pour une fois, elle prend la défense de l'Égypte, justement. Alors, je reprends sur mon idée de souveraineté. C'est très important, quand on achète du matériel de guerre américain, de se souvenir que du coup, on perd toute souveraineté dans ce domaine, et on devrait s'en rappeler. Je rappelle que la France, récemment, a renoncé à fabriquer même de simples fusils d'assaut, hein, pour les confier à d'autres pays. C'est toujours quelque chose de dangereux quand on renonce à sa souveraineté militaire. La naissance des casques bleus, on l'a rappelé. Un point aussi, c'est que des dizaines de milliers de juifs, 40 000 environ, sont obligés de quitter l'Égypte parce qu'ils ont peur, en fait, pour leur sécurité, à cause des événements, évidemment. Ils ont peur que la population égyptienne s'en prenne à eux. Et beaucoup émigrent en Israël, la majorité. Une dizaine de milliers en France, c'est le principal contingent, à part Israël. Et le reste dans différents pays d'Amérique du Nord et du Sud. Ok, d'accord, très bien. Voilà. La crise économique éclate en France, liée à la rareté du pétrole, mais elle ne durera pas, puisque après les choses vont rentrer dans l'ordre dès que le canal sera débloqué, hein, puisque Nasser a fait couler des navires pour bloquer le canal. Mais on va s'intéresser surtout aux conséquences sur le long terme plutôt qu'à cette crise économique qui est très ponctuelle en fait. Sur le long terme, on l'a dit, le Royaume-Uni sera aligné sur la politique des États-Unis jusqu'à nos jours, donc ça c'est vraiment une conséquence importante sur le long terme. La France va accélérer sa politique de dissuasion nucléaire, qui sera vraiment lancée par le général de Gaulle, mais il y avait des prémices dès 1956, puisque des dirigeants français comprennent que la solution
pour mener une politique autonome, c'est d'être aussi une puissance nucléaire. En tout cas, c'est ce qu'on croit à l'époque. Je suis un peu moins, j'ai mon idée sur la question aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, je constate qu'aujourd'hui, ça semble ne plus être très efficace puisque l'Ukraine n'hésite pas à frapper l'URSS, alors que la Russie, pardon, c'est un lapsus. Alors qu'elle sait que la Russie a l'arme nucléaire et elle pas, mais ça ne n'empêche pas que je sache de faire des bombardements sur le sol russe. C'est la preuve des limites de cette. Je vais aller fort là, parce que tu aimes bien les termes crus. C'est une prétendue dissuasion nucléaire. En fait, la France, sa dissuasion nucléaire, pour moi, c'est une ligne Maginot. Et on s'en rendra peut-être compte un jour. Mais à l'époque, on croit à cette nouvelle ligne Maginot et elle semble efficace, d'ailleurs, pour tout le monde. On n'est pas les seuls. Hein. Les Américains et les Russes y croient aussi. Hein. Les Soviétiques y croient aussi à l'époque. Maintenant, je pense qu'on devrait y réfléchir parce que je pense que cette arme est inutilisable de nos jours, en fait. Ok. Toujours dans les conséquences sur le long terme ou sur le moyen terme, Israël va accélérer sa coopération avec les puissances occidentales, avec la France, où elle achète des Mirage 3, des AMX-13 qui sont des chars. Après 56, des réacteurs nucléaires. C'est le général de Gaulle, avec sa position plus nuancée au Moyen-Orient, qui va mettre fin à cette coopération. Dans le sens où le général de Gaulle relance lui une politique arabe de la France et il veut paraître plus favorable aux pays arabes, en tout cas moins aligné sur les ambitions d'Israël. Donc, mais jusqu'au général de Gaulle, en tout cas, on a une politique pro-israélienne de la part de la France affichée et assumée. Qui va avoir ses conséquences jusqu'à nos jours. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, lui, il n'est pas au pouvoir parce qu'on est encore sous la... Non, j'ai bien dit que c'est après. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un détail, mais qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? À l'époque, il est dans sa retraite et il ne s'exprime guère, donc on sait par son milieu d'origine, etc., qu'il a peut-être des préventions quand même à l'égard d'Israël. On a tous en tête son discours célèbre où il mentionne que le peuple juif serait un peuple dominateur, non pas inconditionnel. Mais... Et certains même redoutaient que les juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer. Une chose est sûre, c'est qu'ils arrivent à dominer en tout cas le Moyen-Orient et leurs voisins arabes. Et donc, c'est tout ce qu'on sait de ça, c'est-à-dire qu'il y a une certaine méfiance quand même du général de Gaulle vis-à-vis de l'État d'Israël, une méfiance qu'il va mettre en œuvre une fois qu'il est au pouvoir. En tout cas, il va se détacher de l'alliance israélienne. Je pense qu'il ne veut pas que la France soit entraînée dans une opposition frontale avec le monde arabe, pour une cause qui ne la concerne pas vraiment. Il a quasiment une position non alignée pour le coup. Oui, je ferai un parallèle avec ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire qu'il me semble-t-il peu prudent en politique étrangère de prendre parti dans un conflit où on n'a aucun intérêt direct. Or, la France n'a aucun intérêt direct à aider Israël, pas plus d'ailleurs que ses voisins arabes. Si, là pour le coup, il y avait Suez. Oui, pour Suez, mais je parle après dans la politique menée vis-à-vis des territoires occupés, dans les conflits israélo-arabes. On voit mal quel intérêt aurait la France d'aider les uns ou les autres. Donc du coup, cette politique de neutralité me semble être la seule possible, la seule souhaitable, même pour la paix simplement, pour la cause de la paix. C'est la même chose, c'est la même position que je défends pour l'Ukraine et la Russie. La France devrait défendre une position de neutralité pour pouvoir aider à la reprise du dialogue entre ces deux pays, à essayer de diminuer les haines, à mettre fin au conflit. Ce conflit est tragique. Et c'est cette politique qui... C'est pas le sujet aujourd'hui, on s'est un peu éloigné. Alors, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On parlait quand même de nucléaire. La France va vendre un réacteur nucléaire. On peut se demander si ça n'a pas aidé à dériver vers du nucléaire militaire. Et si du coup la France, officieusement, peut-être, n'a pas fourni un coup de main efficace à la dotation de l'arme nucléaire. Pour Israël, c'est le cas, c'est documenté. Bah oui, de toute façon, le premier réacteur nucléaire est vendu par les Français, c'est incontestable. Donc, non, mais il y a eu des ingénieurs. Non, mais on sait très bien que du moment la France, elle a largement aidé à la dotation. On sait très bien que si on amène cette compétence nucléaire, on apprend à des ingénieurs ensuite israéliens à faire la même chose. Donc la France a contribué fortement à ce qu'Israël puisse se doter de l'arme nucléaire. Pour Israël, c'est un succès. Car le jeune État avait négocié un accord militaire exceptionnel
lors des discussions dans la villa de Sèvres. בינתיים, כשהתנהל המשא ומתן הזה, אנחנו התחלנו משא ומתן עם צרפת להקים כור גרעיני. בן גוריון, כל הדברים האלה תמיד הטיל עליי. אני הייתי אדם צעיר מאוד, אז הייתי בין 30 או 29, 30, משהו כזה. וברגע האחרון נתקלנו בקשיים מצד הצרפתים. אמרתי לבן גוריון, בוא נפסיק רגע את המשא ומתן. אני רוצה שנקבל הבטחה בעניין הזה. אמר בסדר. ירדתי עם גימולה ועם בורג'ס למטה, אמרתי להם, חברים יקרים, אנחנו מסכנים את חיינו, אנחנו לבד. אין לנו שום דבר. אנחנו לא רוצים שום פצצות גרעיניות. אנחנו רוצים דבר שיראה כהרתעה. Celui qui s'oppose, c'est Christian Pinon. Il dit nous ne pouvons pas vous aider dans cela, parce que si nous vous aidons à établir un réacteur, nous devons vous donner de l'uranium. Or, par les régulations, par les règles de l'Euratom, nous ne pouvons pas fournir de l'uranium à un pays étranger à l'Europe. Alors Shimon lui dit, bon, il n'y a pas de problème. Alors au lieu de nous vendre l'uranium, prêtez-le nous. Vous allez nous prêter l'uranium, nous allons l'utiliser, et après on va vous le rendre. Ainsi, il n'y a pas de fourniture d'uranium à un pays étranger. Et puis... Ce qui, vu la position d'Israël au Moyen-Orient, est très dangereux pour la paix du monde, parce que si Israël venait un jour à être battu par les armées des pays arabes, perdu pour perdu, pourrait décider, vous souhaitez que non, mais pourrait décider d'utiliser son arme nucléaire. C'est clairement dans la doctrine israélienne apparemment. Il paraît puis là, on est dans un pays qui serait perdu, donc qui n'aurait plus rien à perdre justement, et qui pourrait opter pour cette politique de la terre brûlée en fait. Donc là, évidemment, vu les tensions dans la zone, avoir doté ce pays de l'arme nucléaire me semble aussi irresponsable que si on décidait de doter les pays voisins d'ailleurs d'Israël, c'est la même chose. Donc voilà. Si tu as des questions, voilà, j'ai voulu aborder cette crise qui était quasiment, oui, un point qu'on n'a pas, on les a presque oubliés, les pauvres, tellement c'en est évident. La désunion du monde arabe éclate à nouveau au grand jour, comme en 48-49. Aucune réaction, aucune tentative des armées syriennes, qui était l'occasion rêvée, quand même, pour essayer de donner un petit coup de main. Alors le délai est court, il n'y a que quelques jours, puisque cette guerre est claire. C'est une semaine. C'est là aussi toute l'efficacité des forces israéliennes, avant même que les gouvernements arabes aient le temps de réagir. Est-ce qu'il n'y a pas la peur de l'armée française, et qui est encore quand même assez importante à l'époque, la peur de l'armée britannique? Peu importe les peurs, je veux dire, si un monde arabe avait été... si cette solidarité n'était pas que de façade, il fallait à ce moment-là engager les forces disponibles pour aider l'Égypte. Or, il y a eu beaucoup de discours avant l'attaque. Dès que l'attaque se produit, qu'elle soit israélienne ou franco-britannique, ça ne change pas grand-chose. Les pays arabes restent l'arme au pied. Donc c'était à signaler quand même, ça a son importance. Ça veut dire que, en gros, on préfère que l'Égypte soit rayée de la carte s'il le faut, mais surtout pas prendre de risques. Ce qui est une politique suicidaire. S'il y a un vrai panarabisme, une vraie solidarité, chaque pays arabe aurait dû se dire, mais si l'Égypte succombe, on succombera nous aussi. Après, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'après, il va y avoir des tentatives de... Oui, qui tourneront court aussi, mais là, on voit bien clairement qu'en gros, il y a une désunion, chaque pays arabe se dit, bon, l'Égypte est vaincue, elle va être écrasée, elle va retomber dans la domination, sous la domination occidentale, dont nous, surtout, on s'en va. Après, il y a quand même cette peur par rapport, parce qu'il y a eu la guerre de 48, c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de crainte vis-à-vis de l'intervention face à Israël. Oui, non, mais ça c'est certain, mais en même temps Israël a chaque fois profité de sa rapidité d'intervention, de ces principes de guerre éclair. Mais de la désunion aussi, effectivement. Et de la désunion de l'autre côté, parce que l'un des principes de la guerre éclair, c'est aussi abattre un adversaire, puis abattre l'autre, sans laisser aux adversaires potentiels le temps de se regrouper. Et à ce moment-là, en Syrie, j'ai plus les dates en tête, mais est-ce que les Assad sont arrivés au pouvoir
Non, il ne me semble pas. Alors, je n'avais pas préparé l'émission dans ce sens-là, mais non, c'est juste une question comme le ça. régime syrien, de toute façon, virtuellement sur le papier, tous les pays arabes sont unis contre Israël sur le papier. Dans la réalité, on voit qu'il n'en est rien du tout. C'est que du verbiage, en fait, des gesticulations verbales. On retrouvera ces gesticulations verbales, d'ailleurs, pour la guerre des 6 jours. On menace Israël, mais finalement, au bout du compte, c'est Israël qui attaque de façon fulgurante l'ennemi, alors que les pays arabes menaçaient de cette intervention fulgurante qui n'aura jamais lieu, en tout cas avant 1973. Voilà, on reparlera de ces conflits dans d'autres émissions. Ok, alors moi je sais pas si tu as fini, mais j'ai un point, c'est vraiment sur la conclusion de cette guerre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a la fin de la suprématie des deux empires coloniaux, et est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière qu'en fait c'est le dernier barreau d'honneur de la France et de l'Angleterre, et puis après on leur dit c'est fini, maintenant vous n'avez plus le droit de jouer. Oui, fini la récréation. Voilà, fini la récréation, maintenant c'est... Mais je dirais qu'on y est toujours, c'est la Mais non, je veux dire, laisse-moi terminer, mais est-ce qu'on peut dire que maintenant, ceux qui sifflent la fin du match, maintenant dans le Moyen-Orient, c'est Israël et les États-Unis? Est-ce qu'à partir de ce moment-là... en 1956... Est-ce qu'à partir de ce moment-là, la France et l'Angleterre n'ont plus le droit de citer en tant qu'anciens empires coloniaux et ne l'auront plus jamais en réalité? Alors, jusqu'à nos jours, oui, attention, maintenant les choses évoluent très vite, il y a les BRICS, il y a la dédollarisation, donc il y a une série de choses qui font... Jusqu'à nos jours. Voilà, mais désormais, d'autres puissances apparaissent, veulent jouer un rôle, les Américains sont, de mon analyse, clairement quand même en recul par rapport à ces nouvelles puissances. Actuellement, mais là je te parle de à ce moment-là. À ce moment-là, et jusqu'à une époque... Est-ce que c'est pas un peu une fin de match, une fin de récréation? C'est la fin, je dirais même plus que la France et la Grande-Bretagne, c'est la fin de l'Europe comme entité indépendante, capable d'avoir sa propre politique, car plus jamais les puissances européennes ne pourront, ensemble ou séparément, d'ailleurs peu importe, avoir une voix indépendante. Désormais, à partir de 1956, l'Europe est vassalisée par les États-Unis. L'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est, elle est déjà vassale de l'URSS à l'époque. Et puis, moi, je te laisserai finir après, mais il y a un point qui m'interpelle, c'est qu'il y a vraiment deux puissances qui sont sanctionnées durant cet épisode, donc c'est la France et l'Angleterre, mais qu'en est-il d'Israël? Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un des principaux protagonistes. J'ai oublié cet aspect et j'aurais dû en parler. Et puis que c'est quand même Ben Gourion avec Guy Mollet et tout son état-major qui se retrouve à Paris. Alors, on a parlé de victoire diplomatique de Nasser. J'ai envie de dire qu'il y a une victoire diplomatique d'Israël aussi. Bon, d'abord, la victoire d'Israël et des États-Unis. Bon, oui, mais surtout Israël, parce que les États-Unis sont derrière en soutien, mais ne vont pas retirer d'audience durable dans le Moyen-Orient, puisque en fait, très rapidement, on se rend compte qu'ils n'ont aucune intention d'aider vraiment les pays arabes face à Israël. Donc, de victoire durable des États-Unis, non. Alors Israël, oui, parce que militairement, ils ont acquis un énorme prestige. Ils ont prouvé leur supériorité technique, en tout cas, sur la principale armée des pays arabes. Mais c'est une victoire aussi diplomatique, parce qu'ils ont obtenu que les Nations Unies protègent la frontière sud. Puisque des casques bleus sont déployés, ça sécurise la frontière. Oui, donc il y a une victoire diplomatique d'Israël très nette, puisqu'en réalité, elle obtient que des casques bleus protègent sa frontière sud. Et jusqu'en 1967, la frontière sud est sécurisée par les casques bleus. L'Égypte ne peut plus attaquer. C'est l'Égypte qui demandera le retrait de ces casques bleus, et ça entraînera, d'ailleurs, ça permettra une nouvelle guerre israélo-arabe. Donc de ce point de vue, elle obtient quand même une sécurisation de cette frontière, finit les attentats de Fedaïn, puisque des casques bleus surveillent cette frontière sud. Et on peut donc conclure, et Israël a gagné un soutien promis et assuré par les États-Unis. C'est déjà le cas, il y a eu le prêt en... Oui, mais là c'est plus massif, c'est-à-dire qu'en gros, les Américains disent, bon, rassurez-vous, vous êtes en sécurité, on va vous financer, vous armer, mais retirez-vous du Sinaï, laissez faire l'ONU, laissez-nous faire. Donc, du coup... C'est marrant quand même cette différence de traitement entre... on punit sévèrement la France et l'Angleterre, et puis Israël se retrouve, pour ainsi dire, bien traité quand même. Sur le papier, on demande un retrait des forces. Donc les forces franco-britanniques se retirent et les forces israéliennes aussi, donc le traitement paraît identique. Si ce n'est que qui profite du déploiement des casques bleus? Israël.
Mais il n'y a pas de différence de traitement. Officiellement, les casques bleus ne sont là pas là pour favoriser l'Égypte ou Israël, ils sont là pour séparer deux belligérants. D'ailleurs, sur le moment, Israël ayant une victoire militaire totale, les casques bleus sauvent l'Égypte d'une déroute militaire totale. Mais je dirais qu'ils sauvent aussi l'Israël d'un grave problème. Parce que c'est pas le tout de vaincre une armée. Mais que faire après ? Continuer la guerre contre l'Égypte, occuper un pays aussi vaste, Israël ne le pouvait pas, humainement parlant. Il n'avait pas les moyens humains pour coloniser l'Égypte. Non, mais je veux dire, c'est quand même. Moi, quand je parle de différence de traitement, il y a eu quand même des menaces claires, diplomatiques, de la diplomatie américaine vis-à-vis de ces deux puissances coloniales que sont la France et l'Angleterre. Et il n'y a clairement pas les mêmes menaces vis-à-vis d'Israël. C'est étrange, quand même. Oui, c'est effectivement étrange, mais on peut l'interpréter toujours de la même manière. Il y a une communauté juive influente de plusieurs millions de personnes aux États-Unis. On voit mal les États-Unis, vu l'influence de cette communauté. Un président américain qui se la mettrait à dos perdrait 2 millions d'électeurs. Et ça n'est que la partie électorale du problème. Il y a aussi la puissance de cette communauté sur le plan financier, etc., les postes qu'elle occupe. Et je ne pense pas qu'une administration américaine, quelle qu'elle soit, puisse se mettre à dos complètement cette communauté. Or, cette communauté est soudée derrière la cause d'Israël à l'époque. Donc je pense que c'est là qu'il faut chercher la principale explication à l'attitude américaine, qui quand même demande le retrait des forces israéliennes du Sinaï. Comme actuellement, ils demandent une modération à Gaza, par avec exemple. Plus ou moins de sincérité, on peut demander si c'est complètement sincère ces demandes ou si c'est juste pour donner le change. De toute façon, à l'époque, Israël, sans les États-Unis, aurait quand même pu se maintenir dans le Sinaï, militairement, sans aucun problème. Donc on peut dire que de ce point de vue, l'Égypte paye seulement le prix de sa défaite militaire, et encore, elle paye un prix modéré par rapport à l'ampleur de la défaite. Puisque finalement, l'Égypte récupère son territoire, elle n'a rien perdu sur le plan du territoire, alors que son armée a été mise en déroute. Donc on peut dire que, si on veut être honnête, on peut dire que de ce point de vue, les États-Unis viennent en aide à l'Égypte aussi, et pas seulement à Israël. Les deux sont gagnants, Israël sécurise sa frontière, et l'Égypte n'a pas perdu la face et a récupéré ses territoires. Ça n'a pas complètement perdu la face. Je pense que sur le plan moral quand même, notamment du moral des militaires et de l'armée, ça on n'insiste pas assez sur ça, le coup est très très sévère, c'est-à-dire qu'il y a un syndrome d'infériorité qui atteint, je pense, à l'époque, les officiers de la principale armée arabe, c'est l'armée égyptienne, et que dire des autres, qui sont bien en deçà. C'est-à-dire que ils manqueront de confiance désormais. Ils ont l'impression que déjà que Tsahal, en fait, est sur classe. Et on se demande si c'est pas pour ça aussi qu'ils sont paralysés derrière leur position statique sans jamais rien tenter. Il y a quand même aussi la conscience qu'ils sont aidés par la première puissance. Je nuancerai pour 1973, on verra plus tard, où il y a une tentative de bouger, de manœuvrer des troupes. Puis il y a quand même pas mal de sources qui parlent dans les trois guerres, dans les trois conflits, qu'il y a le renseignement évidemment israélien qui est très efficace, mais il y a quand même le renseignement américain qui est... oui, je ne l'ai pas cité pour ne pas encombrer l'émission, mais le Mossad avait eu des informations comme quoi l'URSS n'interviendrait pas. Or, on aurait pu se poser la question d'une intervention militaire directe. Qui informe le Mossad aussi. Est-ce que le Mossad a des liens avec la CIA? Il y a une communauté juive également importante en URSS, ils ont forcément des relais des agents là-bas, même si ce n'est que quelques-uns. En tout cas, on ne sait pas comment ils l'ont appris, mais ils ont appris que l'URSS n'interviendrait pas, même en cas de défaite militaire très grave de l'Égypte. Ça, c'est évidemment rassurant, parce que des menaces nucléaires, c'est une chose, mais en fait, ce qui est plus efficace souvent dans le monde de la diplomatie, c'est ça, c'est l'action militaire directe conventionnelle. Est-ce que dans le cadre de cette guerre, le Mossad aurait pu faire le lien entre la CIA et le KGB? Bon, je n'en sais rien, c'est pure hypothèse. Mais à mon avis, ils ont des... C'est plausible pour toi? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des agents dans les deux, et des contacts dans les deux administrations, le KGB comme la CIA, parce qu'il leur faut se tenir informés de ce que vont faire les grandes puissances, les deux superpuissances de l'époque. Donc des liens avec les CIA, bon ça c'est évident, puisqu'ils sont alliés en fait. Avec l'URSS c'est plus difficile à affirmer, puisqu'officiellement ils sont ennemis idéologiquement parlant. Mais puisque Israël n'est pas un pays socialiste à ce moment-là, malgré les kibbutz.
Mais il y a des Bah contacts. si, c'est encore un état travailliste jusqu'à Oui, travailliste, voilà, donc, mais l'URSS a perdu tout espoir d'en faire un État allié sur le plan idéologique. Non, ça c'est certain. Oh, je voulais dire 2 mots des pertes, on a oublié ça, c'était important. Ouais, mais on aborde ça et puis on finit. Voilà, mais c'est encore une guerre disproportionnée, puisqu'on a 33 soldats franco-britanniques tués sur la zone du canal contre plus de 1000 Égyptiens. Et 180 Israéliens, il me semble. Et 176, j'ai trouvé, Israéliens, pour plusieurs milliers d'Égyptiens, cette fois-ci tués dans le Sinaï. Donc on a un rapport de pertes qui est évidemment très à l'avantage des Alliés contre les Égyptiens. Donc c'est lié évidemment à ces positions statiques des Égyptiens qui ne bougent pas, qui encaissent les coups et qui ne peuvent pas riposter du coup. Voilà. Très bien, ok. Bon ben c'est bien, on a bien dégrossi le sujet, on a posé pas mal de questions qui resteront peut-être sans réponse, notamment la dernière, et puis on va se retrouver la semaine prochaine donc pour la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Ciao, bonne semaine. Merci.